Marion Maréchal Le Pen, bonjour. Bonjour. Vous écrivez dans les colonnes de Valeurs Actuelles que vous êtes contre le communautarisme militant. Oui. Et c'est pour ça que vous refusez l'arrivée, enfin en tout cas vous critiquez l'arrivée de Sébastien Chenu de Guélib, c'est-à-dire ce mouvement, ce collectif qui avait été mis en place au sein de l'UMP. Vous refusez, ou en tout cas vous critiquez son arrivée au Front National. Pourquoi ? Alors je ne dis pas ça exactement dans la tribune. Ma tribune ne fait que répondre sur le plan des idées, où j'explique pourquoi je suis contre le communautarisme militant. Je vous explique un peu l'historique. Valeurs Actuelles m'a contacté justement pour savoir ce que j'avais à dire sur cette histoire, et j'ai pas voulu justement rentrer dans les attaques personnelles. Je trouvais que c'est pas constructif, d'autant plus que je connais pas très bien Monsieur Chenu, loin s'en faut. Voilà, mais j'ai voulu réitérer l'esprit qui me semble être celui du Front National à travers cette tribune. Soit Monsieur Chenu est en accord avec cette tribune, soit il est en désaccord, et c'est vrai qu'on a pu se poser la question au vu de son parcours politique encore récemment. C'est ce qui a créé un certain émoi au Front National. Vous dites la sexualité n'est pas un programme politique. Oui. Absolument, parce que je pense que à travers notamment la structure Guélib, c'est ce qui est plus ou moins prôné. Ça veut dire que l'intégralité des positionnements politiques sont faits autour de cette homosexualité. Or, je crois que l'homosexualité n'entraîne pas de façon quasi systématique des choix politiques, des choix humains, que ça n'a strictement rien à voir. Et ces pseudo-représentants de la communauté homosexuelle se trompent en affirmant cela. Mais c'est pas simplement parce que quand on est une minorité, c'est-à-dire quand on est une minorité dans la majorité et qu'on veut exister de tout temps, de toute histoire, et je crois de façon systématique dans le monde, et d'ailleurs les Français d'Australie forment une communauté. Les Français d'Australie, ils sont à Sydney, ils forment une communauté dans un quartier français qui se marie entre Français. Et je veux dire, quand on est une minorité et qu'on veut se faire reconnaître, il y a toujours un système communautariste qui se met en place. Et je pense que les homosexuels, comme l'ont fait les féministes, comme l'ont fait des tas de groupes, ont existé et se sont fait reconnaître, ont fait avancer la législation française et ont fait avancer la pensée, comme à New York, comme à San Francisco, précisément parce qu'ils étaient regroupés sous une forme de ce qui pourrait même s'appeler un lobby. Et il n'existe pas de reconnaissance des minorités si ça ne passe pas par la phase de lobby historiquement. Le problème, c'est que ce que je condamne, si vous voulez, dans cette façon de faire de la politique, c'est que des associations comme Guélib ou autres, parce que des Français seraient homosexuels, doivent être nécessairement représentés comme étant pour le mariage et l'adoption homosexuelle. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que le fait d'appartenir à une minorité ne conditionne pas ces personnes pour faire tel ou tel choix politique. Et je trouve que c'est abusif de se présenter de cette manière-là, et je trouve ça assez malsain. Ça veut dire quoi ? Vous dénoncez le lobby gay ? Non, je dénonce, si vous voulez, l'esprit de faire la façon de faire de la politique de ces gens-là. C'est-à-dire que quand je dis la sexualité n'est pas un programme politique, l'origine n'est pas un programme politique, je considère que c'est assez, oui, ou la religion, absolument. Je trouve que c'est assez, dévalorisant pour ces Français-là que de considérer que parce qu'ils sont homosexuels, ça conditionne l'ensemble de leur choix politique. Non, mais le lobby existe au Front National. Quand on lit la page du Monde, est-ce que dit Roger Lindre, un ami de votre grand-père? Roger Lindre n'est plus au Front National. Oui, depuis un moment déjà d'ailleurs. Ça a été l'un des fondateurs. Bruno Gollnisch, ça vous a pas échappé, toujours au Front National, il dit à peu près la même chose. Il parle absolument pas de lobby gay, et Roger Lindre a quitté le Front National depuis bien longtemps déjà. Je refuse de croire en cela, alors qu'il y ait certaines personnes qui peut-être agissent comme ça, je le déplore, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a des homosexuels au Front National, ça n'aura échappé à personne, mais fort heureusement, ils ne structurent pas leur pensée politique autour de leur homosexualité, et l'immense majorité de nos adhérents, sympathisants, cadres qui le sont, condamnent le communautarisme gay et tout ce qui s'ensuit. Donc on peut être gay et au Front National ? Oui, bien sûr, absolument. Mais ce qui a été mis en cause dans cette histoire n'est absolument pas l'homosexualité de Monsieur Chenu, qu'on soit clair. Il y a pas de, on a jeté tout de suite le terme homophobie pour disqualifier tout positionnement politique. Mais c'est pas ça qui est en question. Absolument mais pas. Ce qui est en question, c'est qu'on a bien vu quand même au moment de la mobilisation contre le mariage pour tous, une certaine fracture dans vos positionnements. Vous étiez très engagé. Vous avez manifesté d'ailleurs. Vous avez participé aux manifestations. Marine Le Pen ne l'a pas fait. Et donc on s'est dit, finalement, il y a divergence. Il y a eu une divergence en effet stratégique, mais pas politique, car je le rappelle, l'intégralité du bureau politique a voté pour un positionnement contre la loi Taubira du mariage pour tous et de l'adoption qui s'ensuit. Donc il n'y a pas eu de divergence politique, il y a eu en effet une approche différente. Certains ont considéré qu'il fallait se rendre sur le terrain à la manif pour tous, d'autres non, pour plein de raisons différentes, mais ça s'est arrêté là. Mais simplement pour conclure du coup sur Sébastien Chenu, qu'attendez-vous de votre tante ?
de Marine Le Pen qu'elle dise non à Chenu. Que les choses soient claires. Il y a eu un débat en bureau politique. Il y a eu une décision tranchée de la présidente. Voilà, ça s'arrête là. L'affaire Chenu est terminée. Il n'y a pas d'affaire Chenu. L'affaire Chenu. Non, mais c'est pas une affaire Chenu. De toute façon, il est membre à part entière maintenant du Front National. Il va s'occuper de la culture. J'ai même vu promotion. La seule chose, il pourra s'exprimer pour le Front National sans problème. De toute façon, maintenant, il va y avoir l'épreuve du temps et de sa sincérité et de son positionnement politique. Mais il y a une mise en garde de votre part. Il y a eu des questionnements, en effet, mais on en a parlé en bureau politique très sereinement, c'est assez sain, mais il y a une décision de prise maintenant. Alors il y en a une autre qui pourrait frapper à la porte de l'UMP, c'est Fatima Alaoui, puisque elle avait été dans un premier temps nommée secrétaire nationale de l'UMP. Elle a été démise de ses fonctions par Nathalie Kosciusko-Morizet quand son adhésion à une formation d'extrême droite a été confirmée. C'est pas une formation d'extrême droite, c'est le Ciel, qui est un partenaire, mais qui n'est pas une formation d'extrême droite du tout. C'est bien connu. Ça a été présenté comme ça par l'UMP, c'est pour ça qu'on lui a dit partir. Je me doute. Est-ce qu'elle est la bienvenue au Front National, Fatima Alaoui? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Je veux dire, après, si le positionnement est sincère, si sur l'essentiel des questions qui animent le Front National, dont la souveraineté, dont la question monétaire, dont la lutte contre le communautarisme, on fait partie, bien évidemment. Bien évidemment. Claire Petit. De toutes ces personnes qui viennent, parce que là vous êtes un parti qui monte, donc vous avez évidemment énormément d'anciens militants, même de l'UDI, de la droite, du centre et tout, qui viennent vous rejoindre. Mais ces personnes-là seront les premières à vous trahir. Puisque là, ils ne viennent uniquement que pour des steaks, que pour du steak, parce que là, il y a des élections. Vous les connaissez personnellement, vous sondez les cœurs et les reins. Chez les centristes, elle a l'habitude. Parce qu'à 90%, on a eu les mêmes quand il y a eu le MoDem qui s'est créé. On a eu exactement la même chose, des Verts et de tout qui sont venus se greffer dans un nouveau parti qui se développe et qui prend et puis donc en fait, ce sont des gens qui cherchent des places. Absolument, qui cherchent uniquement des places. Et là, vous allez vite vous rendre compte et ça tombe bien, ils cherchent des élus, si tu veux. Oui, non, mais même ces élus-là, s'ils sont élus aujourd'hui, ça sera oui. Les élections départementales, c'est pas sur vos idées, c'est uniquement. Écoutez, je suis ravie en tout cas que vous vous souciez de la sincérité des gens qui nous rejoignent, c'est important. Il y a certainement, bien sûr, comme dans toutes les formations politiques, des opportunistes, ça on n'y échappe jamais. Mais je pense pas, car je crois qu'aujourd'hui venir au Front National est quand même reste un risque social, politique, médiatique qui est particulier au vu du traitement des reproches auprès de la population française. Mais le traitement politique et médiatique qui nous est encore aujourd'hui, ça reste quand même une difficulté. Je pense que beaucoup de gens, on peut avoir une appréhension de passer le pas et de s'afficher Front National et d'aller sur les plateaux télé défendre les idées Front National. Donc je pense que quand même cela permet d'avoir un certain filtre de sincérité, quoi qu'on en dise. Mais le Front National appartient à qui? Appartient à la famille Le Pen? C'est une PME, oui. Oui, bien sûr, une PME avec 84 000 adhérents. Évidemment, n'importe quoi, absolument pas. C'est le seul parti dont le président d'honneur s'appelle Jean-Marie Le Pen, la présidente Marine Le Pen, et vous êtes maintenant membre du bureau Marion Maréchal Le Pen, et vous êtes la seule députée Front National aujourd'hui, puisque Gilbert Collard est Rassemblement Bleu Marine, et vous appelez Le Pen. C'est le seul parti qui fait ça. J'ai pas été nommé ou coopté. J'ai été élu par le peuple, et en particulier les Vauclusiens, à travers le système de la représentation nationale. Alors à moins de condamner ce système-là, j'ai une légitimité aussi importante, je l'espère, que les autres députés. Ça a été le cas de Marine Le Pen. Lorsqu'elle est arrivée à la tête du mouvement, elle a été élue par les adhérents face à Bruno Gollnisch. Il y a eu des procédés démocratiques, il n'y a pas eu de nomination, de cooptation, on n'est pas dans un système héréditaire. Je voulais vous poser une question, parce que finalement la base théorique, le corpus théorique du Front National est relativement simple et relativement toujours le même depuis très longtemps, et notamment assez maurassien dans sa façon de penser. En gros, la France est un grand pays, c'est même un des plus grands, il a besoin de personnes, il est pollué de l'intérieur par les étrangers qui finalement non mais c'est vrai, c'est ce que dit Maurras, c'est ce que vous dites. Attendez, laissez-moi terminer. Et qui finalement dénature un petit peu et font perdre de la souveraineté en intérieur, et à l'extérieur par la finance internationale, et notamment les États-Unis, et maintenant le nouveau truc qui change de Maurras, c'est vraiment la question européenne. Et vraiment, cette question d'isolationnisme que vous désirez, c'est-à-dire à la fois sortir de l'Europe, retrouver cette souveraineté, etc. Est-ce que vraiment que les électeurs le croient? Je veux bien le croire, parce qu'à mon avis, ce sont des victimes. Mais est-ce que vraiment les édiles du Front National qui pensent croient vraiment
à ce qu'il raconte, ou est-ce que c'est juste une stratégie, parce que dès qu'on, comme le fait Poutine, on en parlait tout à l'heure dans son pays, dès qu'on dit qu'on est les plus beaux, les plus grands, et que on vient toujours nous emmerder parce qu'il y a des étrangers et puis il y a la finance internationale, on est sûr de gagner des voix. Est-ce que c'est juste une posture, ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment vous y croyez à ça? Non, alors je pense que le résumé que vous avez fait est un petit peu caricatural, et ne serait-ce que sur Maurras, qui n'est pas d'autre prête à penser, il y a eu très très longtemps. Il y a eu des grandes divergences d'approche, y compris d'ailleurs sur la France d'outre-mer et la France présente sur tous les continents. Je vous rappelle que Jean-Marie Le Pen, lui, est parti se battre pour que l'Algérie reste française. Nous croyons à l'assimilation et nous considérons que les Martiniquais et les Guadeloupéens sont des Français de souche au même titre que les autres. Oui, donc rien que là-dessus, 100% de la pensée de Maurras. C'est ce que vous disiez, et loin s'en faut. Et honnêtement, la nécrophilie comme programme politique, c'est pas mon truc. Donc Maurras, croyez-moi, c'est pas celui qui dicte aujourd'hui ma pensée politique pour certains. Ce serait valorisant pour certains et honteux pour d'autres. C'est quand même extraordinaire. Est-ce que vous pensez ce que vous dites au niveau du Front National, c'est-à-dire vraiment que la France reste une grande nation? Oui, non, pas que la France reste une grande nation, qu'il faut s'isoler et qu'il faut retrouver la grandeur de la France en se coupant de la finance internationale. En aucun cas nous avons dit que la France devait s'isoler, ça c'est tout à fait caricatural. Non, absolument pas. Nous condamnons le régime politique de l'Union européenne en tant que tel, nous considérons qu'il a des effets absolument désastreux, sauf que nous ne mentons pas aux Français. Ça veut dire que changer l'Europe telle elle est vendue aujourd'hui par l'UMP, le PS depuis des années et des années, parce que ça fait des années qu'on doit changer l'Europe et on voit que finalement on n'y change rien, on ne fait qu'accélérer le processus. Eh bien, ne pourra pas se faire, et j'en en avais parlé lors d'un débat, pas avec vous mais récemment face à Monsieur Wauquiez, sans l'unanimité de façon substantielle. Le changement substantiel ne peut se faire sans l'unanimité des 28 pays. Donc expliquer aux Français que l'on va changer l'Europe de façon substantielle me paraît absolument invraisemblable. Voilà, donc le seul moyen, c'est aujourd'hui de dire la vérité aux Français. Nous devons sortir de cette Union européenne parce que nous ne pouvons pas en changer substantiellement les traités sans l'unanimité. C'est simplement être lucide. Une petite question précise sur le fait de sortir de l'Union européenne. Parce que j'ai écouté votre présidente, elle dit je vais être au deuxième tour de l'élection présidentielle, elle est prudente, et si jamais elle est élue, ce que je comprends pas, elle fait un référendum 6 mois après, ou dans les 6 mois, pour sortir de l'Europe et sortir de l'euro. Si, dans la foulée de l'élection présidentielle, si finalement elle s'engage pendant la campagne, quelle est l'utilité? Mais attendez, on perd du temps. Non, je vais vous dire précisément ce qu'elle a dit. C'est efficace. Je vais vous dire précisément. C'est dans les 3 mois que ça se joue, quand on a été élu dans la dynamique. Précisément ce qu'elle a dit. Elle a dit, je me laisse 6 mois pour aller voir nos partenaires européens et voir dans quelle mesure ils sont en accord avec moi pour revoir des points fondamentaux des traités. Je parle de la prééminence du droit européen sur le droit interne. Je parle de la sortie de l'espace Schengen. Il y a un certain nombre de sujets fondamentaux. Si je n'y parviens pas, je ferai ce référendum auprès des Français parce que je considère que je ne pourrais pas mener ma politique de redressement national sans réviser ces traités. Je pense que c'est parce que c'est impossible qu'elle a dit ça. C'est tout simplement parce qu'elle a été trouver une porte de sortie, parce que la promesse faite aux Français de la sortie étant peut-être totalement absurde, totalement irréaliste, fait qu'il a fallu à un moment se dire putain, on risque d'être élu là cette fois, et qu'est-ce qu'on va faire si on est élu? Alors trouvons une porte de sortie, disons qu'on va aller voir et puis elle arrivera en disant oui, on a trouvé des solutions, c'est pas génial, mais on a trouvé des petites solutions et ça évitera le référendum. Non, je crois absolument pas. Je crois que Marine Le Pen est absolument convaincue par le combat qu'elle mène. Bien au contraire, la seule chose c'est qu'elle essaye de le faire le plus intelligemment possible. Et c'est vrai que dialoguer avec ses partenaires européens est évidemment la solution la plus lucide et la plus responsable avant justement d'aller vers cette proposition de sortie de l'Union européenne. Est-ce que vous serez candidate aux élections régionales et où, si vous êtes candidate? Alors je vais pas vous livrer un scoop parce que j'ai déjà répondu à plusieurs reprises à cette question. J'avais en effet envisagé de poser ma candidature à l'investiture, mais Jean-Marie Le Pen ayant émis le souhait de partir, j'ai dit que je ne maintiendrai pas donc ma candidature face à lui. Candidature à l'investiture. Mais si Jean-Marie Le Pen est empêché, vous pourriez... je pourrais potentiellement candidater, sans garantie d'ailleurs d'être nommé, mais voilà. Est-ce que vous appliquez le non-cumul des mandats dans ce cas-là si Oui, parce que j'ai voté évidemment pour le texte donc de non-cumul entre un mandat national et un exécutif local. Donc si je pars, ce serait d'ailleurs peut-être plus dans l'esprit d'être porte-parole d'une liste que dans l'objectif d'être
présidente de région, peut-être avec un ticket, quelqu'un qui prendrait cette présidence à ma place. Mais s'il s'avérait que je devais avoir la présidence, bien évidemment, je démissionnerais de mon mandat de député. L'information, c'est Vladimir Poutine ce matin qui a pris la parole pour parler de la crise qui frappe en ce moment la Russie, notamment la crise du pétrole, la crise du rouble, la crise économique, et Poutine qui accuse l'Occident. L'Occident, voilà ce que dit le président russe, se comporte comme un empire qui veut faire marcher au pas ses vassaux. Il a raison ? Je pense qu'il n'a pas totalement tort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les sanctions qui ont été prises à l'encontre de la Russie, bien évidemment, avant de faire souffrir Vladimir Poutine, font souffrir avant tout le peuple russe, qui est un peuple, il faut quand même le rappeler, allié depuis de nombreuses années, qui est un grand partenaire énergétique. Et c'est vrai qu'on a du mal à saisir la virulence à l'égard de la Russie. Je trouve que l'Union européenne et la France, qui suit malheureusement cette position, a une politique à géométrie variable, une indignation à géométrie variable, puisque les arguments qu'on nous a opposés pour l'Ukraine n'étaient pas valables hier pour le Kosovo, par exemple. Donc c'est vrai qu'elle a du mal à être crédible, et évidemment on voit derrière cela pointer les intérêts, les injonctions américaines qui, bien évidemment, veulent pousser l'Ukraine dans l'Union européenne et donc directement dans l'OTAN. La France maltraite la Russie, le peuple russe ? Maltraite, en tout cas, prend des sanctions, je pense, indues, qui font souffrir le peuple russe, oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours partagé cette idée, effectivement, sur l'Ukraine, mais par contre, je trouve que Poutine, il est en grand, justement ce que Marine Le Pen est en petit, c'est-à-dire il y a dans le programme de Poutine justement cette promesse faite au peuple qui fait qu'il est adoré d'ailleurs, que il va y avoir un retour à la grande Russie, qu'il va y avoir peut-être même un retour à une espèce de soviétisme symbolique, et que on vit un peu dans le passé, on vit un peu dans la nostalgie, qu'on est suffisamment puissant et suffisamment fort parce que nous sommes une grande culture pour nous en sortir, et que nous sommes gênés finalement et envahis par l'extérieur, et notamment par la grande finance internationale, ce qui est le discours qu'on lit sur le Front National en permanence. Et je trouve qu'il y a des liens communs comme ça, justement, sur cette question de cette souveraineté nationale, parce que nous serions, il y a des liens qui sont des liens organiques et idéologiques. Si Vladimir Poutine n'avait que comme programme de gouvernement le fantasme et le rêve, je pense pas qu'il aurait près de 80% d'opinion favorable au sein de la position russe, parce que il est, sur le rêve. Oui, enfin d'accord, mais il est à l'épreuve du pouvoir depuis un certain nombre de temps. Ça vous aura pas échappé, mais en tout cas, manifestement, il est apprécié et aimé par le peuple. On peut être adoré s'il était si mauvais gouvernant, vous comparez donc Vladimir Poutine. Je dis simplement que ça prouve rien. D'accord. On peut être adoré dans le premier temps. Je pense qu'à un moment donné, il y a quand même l'épreuve des faits. Et je veux dire, s'il était si mauvais président que cela, si véritablement la situation de la Russie avait empiré, que la pauvreté s'était accentuée, que le chômage avait augmenté, je doute très fortement aujourd'hui. De toute façon, il y a un phénomène de diabolisation de Vladimir Poutine. Mais bien sûr que si, il y a un rapport irrationnel à l'égard de Vladimir Poutine. On lui prête tous les défauts de la terre. Mais les chiffres sont là sur le chômage et sur la misère. Et c'est drôle parce que d'ailleurs, on ne s'encombre pas de ce genre de considération lorsque vous parliez du Qatar tout à l'heure ou de l'Arabie Saoudite, lorsque l'on traite et que l'on déroule le tapis rouge à ces pays qui sont, croyez-moi, bien moins démocratiques. J'ai pas fait l'éloge du Qatar. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, on parle du Qatar à la pub. Qui déroule le tapis rouge à des pays qui sont bien moins démocratiques et beaucoup plus intolérants aujourd'hui que la Russie. Cela dit, avec la crise en Russie, vous êtes inquiet pour votre emprunt avec ce qui se passe en Russie, la crise économique, avec les taux qui pourraient remonter. Parce que déjà le taux était à 6%. Figurez-vous que non, puisque contrairement à ce qui a été répété une fois de plus, nous ne sommes pas financés par le gouvernement onus. Nous avons fait un emprunt avec un taux de 6% qui n'est pas un taux ami auprès d'une banque. C'est un très mauvais taux, vous négociez comme des pieds, excusez-moi. Une banque privée. Mais franchement. Écoutez, venez proposer vos extraordinaires services au Front National. Vous qui avez réponse à tout, la solution à tout, c'est merveilleux. Comme vous d'ailleurs, vous proposez n'importe quoi. Venez redresser la France. Excusez-moi, un taux à 6%, c'est une mauvaise négociation. Ça en plus. Écoutez, je crois pas vraiment. En tout cas, c'est la démonstration, puisque vous le dites, c'est la démonstration que ce n'est pas un taux ami, contrairement à ce qui est répété. Puisque c'est une banque privée, et non pas le gouvernement russe, et nous allons rembourser ce prêt, mais vous feriez mieux d'aller vous prendre auprès des banques françaises qui ont toutes refusé de nous prêter. Pas du tout. Moi, j'ai aucune responsabilité dans
dans les banques françaises. Parce que vous avez l'air d'être particulièrement impliqué par le taux d'usure qui nous est imposé. Les taux n'arrêtent pas de baisser. Regardez même le financement vous soucier de la politique bancaire qui est menée à notre égard. C'est un taux absolument indécent. Absolument. Écoutez, on vous embarquera avec nous pour renégocier le taux. Pas du tout. La prochaine fois. Je suis un adversaire déterminé. Je ferai tout pour que vous soyez écrasés et battus démocratiquement. Ça ne nous aura pas échappé. Ça ne nous aura pas échappé. Je déteste le Front National. Bah écoutez, c'est viscéral. Ça se voit, ça s'entend. Mais je vous le dis. Marion, moi, j'ai une légitimité démocratique et pas vous. Donc voilà. Attendez, je suis un citoyen. Pourquoi que vous êtes passé, je crois, vaguement au Parti Socialiste? Je suis passé au Parti Socialiste. Vous avez préféré faire à votre micro. Je l'ai quitté le 10 mai 1981. C'était plus facile. C'était plus facile. J'étais précoce. Tu vas chercher pas un steak. Je cherchais pas un steak. Tort avant les autres, c'est vrai. Contrairement à nous qui avons raison avant les autres, nous pour le coup. Marion Maréchal Le Pen, on parlait de Poutine, il y a un autre homme qui crée la polémique, c'est Éric Zemmour. Quand Éric Zemmour dit qu'en France, le problème, c'est que cohabitent deux peuples. Le peuple, c'est ce qu'il dit, dans notamment l'interview donnée dans ce quotidien italien. Il y a deux peuples, il y a le peuple français et le peuple musulman. Donc il y a un choc de civilisation et que ça ne peut pas continuer puisqu'on va vers la guerre civile. Vous pourriez partager cette analyse? Alors, déjà, simplement pour revenir sur la politique d'Éric Zemmour, à la base, tout est parti de ce fameux terme de déportation, qui ça vous aura pas échappé, qu'il n'a jamais prononcé. C'est quand même extraordinaire. Polémique montée autour d'un terme, donc qu'il n'a pas prononcé. Ce que dénonce Éric Zemmour, ce qu'il, en tout cas, la chose sur laquelle il alerte, c'est en effet le développement du fameux communautarisme dont on parlait tout à l'heure, qui fait qu'aujourd'hui, et moi je l'ai découvert, il faut bien le dire, dans le Vaucluse, où aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des Français qui se regardent un petit peu en chien de faïence, qui ont chacun leur quartier, leur mode de vie, même leur langue, leur bout de marché, leur commerce, et qui ne se fréquentent plus ou de moins en moins et qui partagent de moins en moins de choses. C'est un constat, c'est un fait. Et malheureusement, il y a pour rien là-dedans. Non. En l'occurrence, le communautarisme, c'est pas nous qui l'avons organisé, nous n'avons jamais été au pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait justement? Parce que Zemmour, lui, il dit de toute façon, il y aura un choc, il y aura une guerre civile. Donc il n'y a pas tellement de solutions positives. Je ne souhaite pas, en tout cas, que nous allions jusqu'à la guerre civile, loin s'en faut. En tout cas, il y a un problème aujourd'hui. Ces nouveaux Français qui arrivent pour beaucoup ont du mal à s'imprégner de l'identité française et se créent c'est d'ailleurs le phénomène qu'on voit avec un certain nombre d'entre eux qui partent faire le djihad en Syrie. Ils se créent une identité de substitution parce que la France est incapable, le gouvernement français est incapable de leur offrir une identité française à part entière à travers notamment l'assimilation. Et donc, ces jeunes un peu paumés qui sont ni d'ici ni de là-bas, eh bien, ils se créent une espèce d'identité dans laquelle on se retrouve pas. Ceux qui sont partis. Eh bien, une partie, en effet, ça reste une minorité, mais en effet, une partie, en effet. Non, si, c'est une minorité. Non, absolument si, parce que là, vous faites référence. Non, je fais pas du tout référence à l'étude dont je sais qu'elle a été bidon. Donc, alors, vous faites référence à quoi, alors? Il y a sur un certain nombre de constats locaux, notamment sur Toulouse. Oui, notamment sur Toulouse, de l'aide sociale à l'enfance. C'est pas une source, ça. Évidemment. Un certain nombre de constats locaux. Il y a énormément de convertis, voilà, mais c'est normal d'ailleurs. C'est tout à fait normal qu'un certain nombre de jeunes soient effectivement un peu paumés, soient attirés aussi par cette forme caricaturale de combat stupide. Je vais vous répondre. Déjà, il faut évidemment réguler drastiquement l'immigration parce que l'immigration, dans les proportions telles qu'elles existent aujourd'hui, avec la concentration d'un certain nombre d'immigrés qui deviennent d'ailleurs pour une grande partie d'entre eux français, l'assimilation n'est plus possible. Voilà. Parce que... Mais avec ceux qui sont là. Oui. Et avec ceux qui sont là, bien évidemment, eh bien, il faut, être exigeant. C'est-à-dire... Mais qu'est-ce que vous faites des 200 000 illégaux qui sont là? Ou 250 000? 500 000 d'ailleurs. Eh bien, on fait respecter la loi républicaine, monsieur. C'est-à-dire que les personnes qui rentrent illégalement, sur le territoire français n'ont pas vocation à y rester. En même temps, c'est ça, ils sont illégaux. Mais ceux qui sont là, mais de toute façon, aujourd'hui, voilà, ils sont français. Ceux qui font vivre la France parce qu'ils travaillent au noir. Ils sont français. Il y a des illégaux qui travaillent. Éric Zemmour laisse entendre, sans employer le mot déportés, que peut-être que ces musulmans devront partir de la France pour qu'on puisse vivre en paix. Est-ce que ça, vous le souhaitez? Non, mais je sais pas exactement ce qu'a dit Éric Zemmour sur le sujet, mais je me méfie un petit peu. Il faisait une comparaison avec les pieds noirs. Il parlait des pieds noirs qui ont quitté l'Algérie. Il dit, personne ne pensait qu'un jour 1 million de pieds noirs serait obligé de quitter l'Algérie. Peut-être qu'un jour, effectivement, les musulmans devront quitter la France. Dans un premier temps, en tout cas. Mais moi, de toute façon, je crois qu'il y a un tri qui se fera de façon très facile. C'est-à-dire que pour ceux qui sont parfaitement intégrés, qui se sentent pleinement français, avec les nouvelles règles qui seront mises en place, il n'y aura pas de problème. En revanche, avec ceux qui ont une démarche
profondément communautaristes, qui mettent leurs lois religieuses au-dessus des lois de la République, qui sont dans des revendications politiques extrêmement fortes, vont se heurter de toute façon à une opposition frontale à l'égard de notre programme, qui fait que de toute façon ils ne se maintiendront pas, en France, parce qu'ils se sentiront mal. Voilà. Mais de toute façon, ce sera une forme de remigration passive et non pas active. Ils se sentent déjà mal. À partir du moment où ils ne s'intègrent pas, qu'ils ne se reconnaissent pas en tant que, ou tout au moins, ils pensent que les Français ne les reconnaissent pas, c'est certainement pas encore en étant plus agressifs qu'ils vont s'intégrer ou qu'ils vont partir. Mais parce qu'on les a enfermés aussi dans cette identité musulmane. On les a poussés à cela. C'était la valorisation du droit à la différence et la valorisation du multiculturalisme. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Ça veut dire qu'on leur a dit, pour que ça ne se fasse plus, on leur a expliqué, mais d'une façon radicalement différente. On leur a dit d'une façon radicalement différente. C'est-à-dire que quand ils arrivent sur le territoire français, on explique que le seul fait d'être sur le territoire français et même d'avoir la nationalité française. Je suis désolée, ils n'arrivent pas. On est en train de parler là de la 3e génération. Ils sont français. Vous avez des grandes difficultés. Il y a de très grandes difficultés sur l'école, sur la 4e génération, où vous avez, ou même de nouvelles personnes qui sont venues sur le territoire français, qui ont des enfants, qui ne savent pas lire ni écrire. Les parents ne savent ni lire ni écrire. Il y a un gros problème. Vous faites quoi pour l'école, pour que cette intégration, pour que justement personne s'en aille, mais que tout le monde ça a été le grand drame aussi de l'acquisition quasi automatique de la nationalité. Ça, il faut le dire aussi, bien évidemment. Aujourd'hui, nous avons ces Français. L'objectif, contrairement à ce qui est souvent prêté au Front National, c'est pas d'accentuer leur exclusion. Ils sont Français aujourd'hui. Il faut, au contraire, les ramener dans le giron national. Et pour ça, vous avez raison, il y a un travail au niveau éducatif extrêmement important qui va partir de la cohésion nationale. Déjà, il faut leur réapprendre le roman national. Leur expliquer dans les programmes qu'ils en font intégralement partie, leur faire part de nos symboles, de notre histoire, et non pas les enfermer dans une espèce de rancœur aussi également néocoloniale, comme on le fait aujourd'hui trop souvent, qui fait qu'ils grandissent dans le mépris de la France. Ça passe déjà par les programmes, ça passe aussi par un esprit. L'inversion du concept néocolonialisme, c'est absolument fabuleux. C'est une réalité. C'est une réalité. Je veux dire, aujourd'hui dans les programmes scolaires, systématiquement, ce qui est mis en avant dans l'histoire française, c'est la collaboration au moment de la Seconde Guerre mondiale, et c'est les atrocités de la colonisation. Ça participe d'un esprit, je suis désolée, ça participe d'un esprit, puisque bien évidemment ces jeunes Français sont les descendants de ces anciens Français colonisés. Donc ça participe d'un esprit, je suis désolée. Allez, on va passer avec Marion Maréchal Le Pen au GG Tweet. On va vous demander de tweeter, c'est-à-dire une petite réponse rapide sur un certain nombre de noms qu'on a à disposition. Si je vous dis par exemple Nicolas Sarkozy, Marion Maréchal Le Pen. Nicolas Sarkozy, retour raté. Florian Philippot. Patriote gaulliste. Mais pas un ami. Un ami politique. Un ami politique. C'est... Jacques. C'est très nuancé, c'est bien. Nabila. Oula. Nabila. Joker. Ségolène Royal. Ségolène Royal. J'ai pas d'idée. Une patriote. J'ai pas d'idée. Une patriote, Ségolène Royal. En tout cas, son parti ne l'est pas patriote. Ségolène Royal est une patriote. Oui, bah alors dans ce cas, elle s'est trompée de parti. Manuel Valls, coup de menton sur coup de menton. Le verbe haut mais la main molle. La dernière question pour Marion Maréchal Le Pen. RMC. Franchement, est-ce que vous êtes vraiment persuadé que le peuple français sera à terme remplacé par ceux qui sont aujourd'hui des étrangers? Est-ce qu'il y aura un grand remplacement du peuple français? Non, mais je pense qu'on n'en est pas là. Mais là, c'est le grand débat sur le grand remplacement. C'est Morassi, ce qui est sûr aujourd'hui. Non, mais en l'occurrence, c'est pas nous qui l'avons employé. C'est pas nous qui l'avons employé. C'est parti d'un livre. Ça vous aura pas échappé de Monsieur Camus à la base. Est-ce que le peuple français est menacé? C'était pas nous qui l'avons employé. Est-ce qu'il est vraiment menacé de disparition, le peuple français? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un rapport de force démographique aujourd'hui qui est une réalité, parce que nous sommes, confrontés à des flux migratoires extrêmement forts. On l'a dit tout à l'heure, 200 000 entrées légales par an, une immigration clandestine qui continue à arriver, un droit d'asile aujourd'hui totalement dévoyé, et c'était l'occasion d'en parler. Mais vous savez qu'aujourd'hui, 80% des demandeurs sont déboutés, mais moins de 5% de ces personnes déboutées sont effectivement, sorties du territoire français. Donc en effet, petit à petit sur certains territoires, ça aura échappé à personne. Eh bien, il y a un phénomène de
remplacement, on va dire, de la population française de souche par une nouvelle immigration. Mais je veux dire, partant de ce constat-là, donc il y aura un remplacement. Non mais oui, le truc c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir des Français de différents horizons. La question aujourd'hui, c'est qu'il faut remettre l'assimilation en place parce que c'est le seul moyen de préserver la cohésion nationale. Parce que justement, en développant le communautarisme tel qu'il se fait dans un certain nombre de territoires de la France, c'est là où on peut arriver à un conflit que craint justement Monsieur Zemmour. Merci Marion Maréchal Le Pen d'avoir passé le grand oral des GG.